Bonjour à vous chers poditeurs et poditrices d'Extra Classe et bienvenue dans cet épisode de septembre consacré à l'apprentissage de la lecture. Un épisode qui tombe à pic car c'est en grande partie à partir de maintenant que ça se joue dans les classes de CP. Avec 25% d'élèves dits en difficulté de lecture à l'entrée au collège, la France devrait pouvoir faire mieux. Et ce n'est pas faute de savoir comment faire. Des recherches montrent depuis des années l'efficacité de certaines méthodes d'apprentissage de la lecture sur une majorité d'élèves. En gros, on sait exactement comment faire pour obtenir de meilleurs résultats. Alors notre rôle aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à des transformations possibles des pratiques en CP, peut-être aussi dès la maternelle d'ailleurs. On va s'attacher à apporter un peu de clarification dans les discours autour de la lecture et des méthodes d'apprentissage. On abordera aussi l'épineuse question des manuels avec une étude récente très éclairante. Et pour cela, nous avons la grande chance d'avoir avec nous un chercheur expert sur la question, Johannes Ziegler, et une formatrice sur le terrain, Fabienne Derderian. Apprendre à lire, vous avez les clés, c'est le titre de cet épisode Extra Classe Parlons Pratique. Johannes Ziegler, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur de l'Institut de convergence sur l'étude du langage, de la communication et du cerveau à Aix-Marseille Université. Vous êtes également membre de l'équipe de direction du pôle pilote empirique et membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, le CESEN. Et en 2022, justement pour ce CESEN, vous avez rédigé une synthèse avec Liliane Springer-Charol intitulée « Apprendre à lire, du décodage à la compréhension ». Alors, je vais vous donner un petit défi pour démarrer. Pour un expert comme vous, définir en 2 phrases et sans visuel, sans slide, qu'est-ce que la lecture ? Très facile. Donc, la lecture est une invention culturelle, peut-être la plus belle de l'humanité, et elle permet d'accéder au langage oral par la vision. Et donc, la lecture, c'est tout simplement un code pour le langage oral. Merci. Fabienne Derderian, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère pédagogique départementale pour la maîtrise de la langue. À ce titre, vous mettez en œuvre le plan français dans les Bouches-du-Rhône. Alors, question express pour vous aussi, pour que même les parents qui nous écoutent comprennent bien, en quelques mots, qu'est-ce que c'est un plan français et en particulier, quelle est la place de l'apprentissage de la lecture ? Donc, le plan français, en quelques mots, même si ce n'est pas juste ma mission, c'est, puisque moi, c'est la maîtrise de la langue, donc un des pôles privilégiés, c'est bien sûr la mise en œuvre du plan français. Donc, ça a été décidé par le national de former d'un côté les conseillers pédagogiques sur 5 ans et les enseignants aussi sur 5 ans. Et on les réunit en constellation d'enseignants. Et nous, pour la dernière année, puisqu'on est dans la 5e année du plan, les formateurs vont être aussi en constellation. Voilà, on va donner du temps aux enseignants, 30 heures par an, une fois tous les 5 ans, en français et une fois tous les 5 ans en mathématiques. Et donc, ces enseignants vont pouvoir avoir un conseiller pédagogique rien que pour eux pendant l'année, avec 6 animations pédagogiques et des temps de visite. Alors, je vous propose qu'on entre tout de suite dans la première partie de cette émission qu'on a intitulée « Ce qu'on sait de l'apprentissage de la lecture ». Est-ce que pour commencer, Johannes Ziegler, vous pourriez nous rappeler quels sont les mécanismes de l'apprentissage de la lecture qui sont maintenant bien connus et établis par la recherche ? Oui, bien sûr. Donc, il y en a 2, c'est le décodage et l'auto-apprentissage. Donc, puisque je viens de vous dire, la lecture est un code pour le langage oral. Donc, tout d'abord, il faut apprendre ce code. Et l'apprentissage du code nécessite un apprentissage explicite. Dans un système alphabétique, comme le français, il faut donc apprendre les relations lettres-sons, ce qu'on appelle aussi graphème-phonème, parce que plusieurs lettres constituent un graphème. Pourquoi c'est aussi important ce décodage ? Donc c'est ça, apprendre le code, le décodage. Pourquoi c'est si important ? Parce qu'avec l'apprentissage d'un tout petit nombre de relations graphème-phonème, on peut accéder à l'ensemble des mots qu'on a dans la mémoire phonologique depuis l'acquisition du langage, depuis qu'on est bébé, avant l'apprentissage de la lecture. Donc ce petit ensemble de relations graphème-phonème permet d'accéder aux milliers de mots qu'on a dans son lexique phonologique. Donc ça, c'est la première partie. Donc une fois le décodage est appris, d'accord, le décodeur devient autonome. Il peut décoder des mots qu'il n'a jamais vus, mais qu'il a déjà entendus.
dont il connaît le sens. À ce moment-là, l'apprentissage explicite pour lequel on a besoin d'un enseignant devient un apprentissage implicite parce que le décodage va permettre de retrouver la forme phonologique et le sens d'un mot. Et à ce moment-là, c'est l'auto-apprentissage qui se joue parce que chaque décodage réussi va dire au système « Tiens, toutes les relations graphème-phonème que j'ai utilisées pour arriver au sens sont bons, sont justes et vont renforcer le système. » Et très rapidement, ce couplage, ce tandem entre décodage et auto-apprentissage va faire à ce que cette autoroute de la vision vers le langage oral s'automatise, se renforce, nous donne même l'impression de lire global de façon instantanée parce que tout se passe tellement rapidement et tellement parfaitement. Ouais, c'est un peu ce que vous appelez la magie de la lecture, finalement. Ça se fait tout seul à partir d'un certain moment et on n'aurait presque plus besoin d'un enseignant. Exactement. Donc l'auto-apprentissage, c'est vraiment ça. À partir du moment où le lecteur rentre dans le décodage, donc même rudimentaire, il est capable de déchiffrer des mots, il arrive à accéder au sens, et c'est le sens de ce qu'il a lu va fournir comme un maître interne du système. Et ça, on le voit bien. Un enfant qui est capable de lire un livre comme Harry Potter à l'école des sorcières, ce livre comporte 70 000 mots. 70 000 mots, c'est 70 000 occasions de renforcer, de perfectionner, d'automatiser le système. Et ça, un enseignant, même les meilleurs enseignants en classe, ils ne pourront jamais faire ça individuellement, donner un retour de qualité pour chaque décodage à chaque élève 70 millions de fois, ça sera tout simplement pas possible. Fabienne Derderian, avant de lire Harry Potter, les élèves vont passer par le CP, cette année si particulière de l'enseignement et de l'apprentissage de la lecture, en tout cas en France. Et il y a ce côté apprentissage explicite du code. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Peut-être les principes essentiels à retenir pour ce qui est pratiqué au CP ? Alors, il faut surtout pas négliger aussi tout ce qui a été fait en amont, donc en maternelle et spécifiquement en grande section. Donc, c'est très important d'avoir travaillé tout le côté phonologie, c'est-à-dire que l'élève soit capable d'entendre, de segmenter une phrase en mots, un mot en syllabes, et puis après d'aller chercher les petits phonèmes à l'intérieur de cette syllabe. Et tout ça se passe à l'oral. Et donc, si l'enfant a cette conscience phonologique, si on la couple avec une connaissance donc, de notre alphabet, l'enfant aura tous les éléments pour entrer très facilement dans la lecture au CP. Donc, il y a vraiment des éléments prédicteurs à enseigner en amont de façon explicite. Il y a des enfants qui en font une grande part de ce travail-là à la maison avec des parents qui sont investis et avec qui il y a beaucoup d'échanges langagiers. Et il y a d'autres enfants qui n'ont que l'école pour apprendre tout ça. Donc, il va falloir vraiment un enseignement structuré, un enseignement très massé au CP, et puis avec une présentation le plus rapide possible de nombreux graphèmes pour que l'enfant comprenne le fonctionnement de la langue française. Johannes ? Oui, je voulais juste apporter encore un élément. Que serait l'apprentissage de la lecture sans le code ? S'il n'y avait pas le code, les mots sont comme des numéros de téléphone, où il faut avoir tous les lettres dans le bon ordre, comme dans un numéro de téléphone, tous les chiffres dans le bon ordre. D'où l'importance vraiment du code. Et là, ce qu'on voit aussi, quand on regarde les différentes langues, parce que vous savez, les relations graphème-phonème sont parfois plus faciles dans d'autres langues, comme l'italien, comme l'espagnol. Et on se rend compte que plus le système est simple et régulier, plus c'est facile pour apprendre. Et ça prouve en fait l'importance de ce décodage sans lequel on ne pourrait pas rentrer dans le mécanisme d'auto-apprentissage. Donc ça, on comprend bien le décodage, la part qu'il a dans la lecture. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler, alors peut-être Johannes pour commencer, du lien entre décodage et compréhension ? Parce qu'on a le sentiment qu'il faut bien travailler les deux en même temps, que ça ne sert à rien de décoder quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors dites-nous un peu comment on doit prendre ça. Oui, bien évidemment. Donc, la finalité de la lecture, on le sait tous et toutes, c'est comprendre de ce qu'on lit. Donc, on a une tentative qui est de dire, mais puisque c'est la compréhension qui nous intéresse, on va directement travailler la compréhension de texte. Mais en fait, et c'est la deuxième grande théorie, en fait, on se rend compte que
où la recherche a bien montré, que finalement la compréhension de l'écrit est simplement le produit multiplicatif de deux composantes, qui sont à la fois le décodage, qui devient, une fois automatisé, l'identification visuelle de mots, donc capable de visuellement identifier le mot rapidement, automatiquement. Et la deuxième composante, c'est le langage oral. Le langage oral qui comporte le sens, le vocabulaire, les inférents, tout. Et donc, en fait, c'est une relation multiplicative. Ça veut dire tout simplement, si vous êtes un faible décodeur et vous avez quand même un bon vocabulaire, vous n'allez pas arriver à comprendre un texte. Tout simplement parce que cette identification de mots vous manque. Et au même temps, nous avons des enfants qui arrivent à décoder, on leur apprend les relations graphème-phonème, mais ils ont un très faible niveau du langage oral, faible vocabulaire, faible compréhension du langage oral, et donc malgré des identifications, donc un décodage correct, ils ne vont pas comprendre un texte. Et donc c'est une relation multiplicative entre deux. Il faut les deux qui donnent accès à la compréhension de l'écrit. Et les deux se travaillent. Donc, évidemment, on peut travailler l'identification de mots, donc tout au début, le décodage, et on peut travailler le langage oral. Fabienne Derderian, sur ce double volet compréhension-décodage, en préparant l'émission, je crois que vous nous disiez quelque chose comme les enfants qui ne peuvent pas apprendre à lire, ils sont finalement rares, et pourtant on a l'impression que ça va à l'encontre de ce que ressentent pas mal d'enseignants. Comment on explique ce décalage ? Parce qu'en fait, le décodage, donc il y a un seuil de vigilance entre 5 et 7 ans, c'est le moment le plus propice pour qu'un élève puisse rentrer facilement dans la lecture. En amont, il n'est pas forcément prêt, il n'a pas toute la phonologie. Et puis après, il a développé d'autres stratégies pour reconnaître des mots. Et c'est difficile à déconstruire ça pour qu'il reste juste dans le décodage pour être sûr de décoder le bon mot. Par contre, la compréhension, c'est sur du très long terme. Donc c'est pour ça qu'on démarre dès la petite section. Même dans certaines familles, c'est fait déjà à la maison. On a besoin que l'enfant écoute des mots, écoute une musicalité de la langue, écoute un langage écrit qui est quand même différent du langage oral. Et tout ça, l'enfant met du temps à acquérir tout ça et à comprendre les codes de l'écrit et à voir ce que pensent les personnages, même si c'est pas dit dans l'histoire. Donc ça se joue sur du très long terme. Donc c'est pour ça qu'il faut faire d'abord la compréhension de texte entendu. Et après, pour petit à petit amener l'enfant, dès qu'il est capable de bien lire, de le mettre sur des textes quand même suffisamment résistants pour qu'il ait à réfléchir sur les mots et les phrases qui lui sont présentées. Et petit à petit, il va devenir un lecteur autonome de textes lus. Il va comprendre des textes lus parce qu'on lui aura appris des stratégies. Et se sera familiarisé à la syntaxe de l'écrit et un vocabulaire qui est beaucoup plus varié à l'écrit qu'à l'oral. Johannes. Oui, donc les enseignants sont très, très concernés par ce qu'on appelle l'effondrement de la compréhension de l'écrit au CM1. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. Et donc, c'est là où, même au début de collège encore, les enseignants viennent vers nous pour dire « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Parce que finalement, on a l'impression d'avoir fait tout juste et on découvre en CM1, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et ce qu'on voit aussi dans PISA, 20% des élèves sont quasiment des illettrés fonctionnels. Ils ne comprennent pas un texte simple. Mais encore une fois, il faut vraiment garder en tête, et c'est un résultat très fort de la recherche scientifique, l'origine de ces difficultés, de l'effondrement de la compréhension plus tard, l'origine de ces difficultés sont à chercher dans ces premières étapes. Donc soit quelqu'un n'a pas appris le décodage, n'est pas rentré dans la lecture, n'est jamais devenu un lecteur autonome, donc ne pouvait pas rentrer dans le cercle vertueux de l'auto-apprentissage, n'a jamais pris un livre ou un texte jusqu'au bout, ne pouvait pas bénéficier de ce cercle vertueux de l'auto-apprentissage, soit il avait vraiment un très faible niveau du langage oral et les différences interindividuelles sont énormes. On le voit déjà à l'école maternelle. Le nombre de mots qu'ils connaissent. Et donc, vraiment, cette difficulté est à trouver, à chercher très précocement dans ces premiers 2-3 ans, d'où l'importance de ne pas attendre le collège, pas attendre le CM1 pour se rendre compte, finalement,
on comprend un texte, mais d'intervenir beaucoup plus tôt parce que les deux composantes, on les connaît. C'est rentrer dans l'identification de mots, automatiser ce processus et travailler sur le langage oral. Et la relation multiplicative fait que au CM1, on va comprendre un texte écrit. Et évidemment, après, ça s'entraîne avec des textes écrits. Mais ça, il faut pas imaginer que c'est quelque chose à part, qui va arriver magiquement. Les difficultés par la suite sont à chercher tôt. Et on peut intervenir tôt. Et ça, c'est vraiment un résultat fort de la recherche. Oui, Fabienne. Peut-être juste pour compléter, donc le rôle de l'enseignant, là, où ils peuvent vraiment jouer un rôle premier, c'est donner le goût de lire. Parce que il y a pas mal de textes fictionnels dans les bibliothèques de classe, mais il n'y a pas d'autres types d'écrits. Et les enfants ne rentrent pas forcément dans la lecture par le texte fictionnel. Donc il faut proposer un large éventail aux élèves et leur donner l'envie de lire, leur faire découvrir des nouveaux types de textes. Et petit à petit, chacun va trouver son entrée dans la lecture. Il y a des enfants qui commencent par la bande dessinée. Et une fois qu'ils ont fait le tour de la bande dessinée, vont pouvoir accéder à d'autres types d'écrits. Et là, il faut leur donner cette envie de lire parce que justement, pour qu'il y ait ce cercle vertueux. Oui, totalement. Mais il faut vraiment s'assurer qu'ils arrivent au bout d'un texte. Et beaucoup d'élèves ne peuvent pas. On a fait un projet, nous, sur la simplification de textes, où nous avons montré, en simplifiant des textes littéraires ou scientifiques, on arrivait à ce que les faibles lecteurs, pour peut-être la première fois dans leur vie, arrivent d'un bout d'un texte, parce que c'est vraiment la signification, le sens qui va renforcer, automatiser tout le système orthographique et phonologique qui est à la base de l'identification, de l'automatisation des mots. Et il y a une chose assez forte que vous dites quand même, c'est que on réduit les inégalités en faisant ce que vous dites là. Ces inégalités qui peuvent être fortes, vous le disiez en entrée de CP. En tout cas, en ce qui concerne le décodage, avec une méthode intensive, structurée, on arrive à gommer ces inégalités, vraiment ? Oui, on parlera tout à l'heure sur les méthodes, mais il y a plusieurs leviers pour réduire les inégalités. Il y a aussi le levier de réduire les inégalités dès la maternelle sur le langage oral, où les inégalités sont énormes. Et les voies d'action sont énormes. Après, effectivement, il y a la possibilité au niveau des méthodes, on peut en parler, mais aussi la différenciation, de se rendre compte que les élèves en milieu défavorisé, peut-être ils n'ont pas encore les compétences pour arriver au bout d'un texte. Il faut leur donner du matériel qui les intéresse, mais il faut aussi s'assurer qu'ils ont la mécanique en place pour arriver au bout d'un texte. Et s'ils l'ont pas, il ne faut pas attendre. Ça, c'est peut-être un message pour les enseignants à retenir, que les trajectoires sont extrêmement stables. C'est-à-dire qu'un enfant qui a des difficultés dans le langage oral ou dans la connaissance des lettres, dans la grande section maternelle, il va avoir ces mêmes difficultés amplifiées par la suite. Et à moins qu'une intervention change la trajectoire. Donc, prendre en compte ces difficultés très tôt peut changer la trajectoire. Ne rien faire, attendre que les choses se résorbent tout seul, est malheureusement un mythe. Un mythe. Les trajectoires ne s'inversent très, très rarement, seules, sans une action vraiment d'envergure. Je vous propose qu'on passe à la partie 2 de l'émission, et vous avez presque fait une transition, Monsieur Ziegler. On va parler de la question des manuels. Et justement, Monsieur Ziegler, que retenir de cette étude à très grande échelle qui a été faite sur les manuels de lecture ? Et je sais que pour préparer cette émission, Hélène, qui a participé à une de vos conférences, a dit que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a créé du remous. Donc parlez-nous-en. D'abord, un mot donc, sur les méthodes de lecture. D'accord ? Donc, il y a un consensus international sur les méthodes d'apprentissage de lecture qui consiste à dire que les méthodes phoniques, analytiques ou synthétiques, c'est-à-dire quand on enseigne les relations graphème-phonème, marchent mieux que les méthodes qu'on appelle chez nous les méthodes globales ou visuelles, idiovisuelles. Il y a un consensus là-dessus, et je pense on peut dire aujourd'hui, aucun enseignant en France utilise une méthode globale pure, où on mémorise de façon globale les mots.
Ce débat est totalement clos. Et aussi à l'international. Maintenant, les observations en classe de Paul Joyat, qui est un étudiant brillant en sociologie de l'éducation, les observations ont montré que les pratiques des enseignants dans les classes varient énormément. Oui, ils enseignent des relations lettres-sons, graphèmes-phonèmes, mais ils utilisent aussi la mémorisation visuelle des mots-outils, des petits mots. Ils utilisent aussi des phrases. Dès la 2e semaine, on trouve dans les manuels, on trouve des phrases à décoder, à lire, à déchiffrer, sans connaître les graphèmes que les mots comportent. Autrement dit, l'enfant ne peut pas décoder toute une phrase. Donc ce qu'on propose, en fait, c'est faire croire que l'enfant peut lire, peut-être mémoriser toute une phrase, deviner peut-être le mot dans le contexte. Et tout ça, donc ça s'éloigne d'une méthode analytique stricte qui repose d'abord sur un apprentissage des relations graphèmes-phonèmes. Donc l'observation en classe a montré que ces méthodes mixtes, qui sont à la fois, on enseigne un peu les graphèmes-phonèmes, mais on enseigne aussi des mots par cœur et on mixe toutes ces approches, sont quand même très fréquents, oui, même dominants. Ouais, vraiment majoritaires. Même majoritaires. Ouais. Et là-dessus, on n'est pas les seuls. Donc du coup, les différentes enquêtes sur les pratiques des enseignants en Italie ou en Espagne ont montré, même les enseignants en Espagne préfèrent des méthodes plutôt mixtes et plutôt globales que des méthodes phoniques. Or, en espagnol, c'est beaucoup plus simple qu'en français, parce que c'est beaucoup plus régulier, donc il y a moins de graphèmes à apprendre, etc. Alors pourquoi ils préfèrent ça, les enseignants? Parce qu'ils ne le font pas exprès. On se doute bien qu'il y a un objectif derrière. Oui, donc je pense que c'est simple, parce que l'entrée dans la lecture par simplement graphème, phonème, lettre sans, semble extrêmement laborieux. Très bas niveau, très restrictif, très méthodique. Donc il y a cette idée que comme la lecture, c'est l'esprit, c'est le sens, c'est la magie des mots, c'est la magie d'un texte, qu'on veut tout de suite. Comme si on ne le faisait pas, l'enfant ne pouvait pas comprendre à quoi servent les mots et que c'est beau. Et c'est malheureusement une illusion, et donc je peux vous parler de l'enquête qui le prouve, parce que, et là c'est quelque chose d'important à comprendre, quand on parle des méthodes, là dans l'enquête aussi, on ne parle pas des méthodes du tout le primaire, on parle de ce qui se passe en classe les premiers 4 mois de l'année du CP. Et donc je vous parle un peu de cette enquête. Donc nous avons envoyé au mois de janvier, c'était en 2020, un questionnaire à 16 000 enseignants pour leur demander quelles étaient leurs pratiques d'enseignement et quel est le manuel qu'ils utilisaient. Sachant qu'en France, 90% d'enseignants utilisent un manuel. Et le manuel, forcément, propose une méthode qu'on peut analyser, qu'on peut quantifier, c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, on a répertorié 35 manuels qui sont utilisés par la quasi-totalité des enseignants. Et un manuel, on peut l'analyser en termes de est-ce qu'il est strict, phonique strict, il ne présente que des lettres graphèmes phonèmes, ou est-ce qu'il donne des mots à mémoriser, est-ce qu'il présente des phrases qui sont non déchiffrables, etc. Et on a aussi posé des questions. Est-ce que vous utilisez des mots-outils? Oui, si oui, combien? 5, 10, 20, 30, 40? Et très précisément sur les premiers 4 mois. Donc, ce n'était pas sur la totalité, c'était du mois de septembre au mois de décembre de l'année. D'accord? Et après, avec ces informations sur le manuel et sur la méthode, on pouvait récupérer les évaluations nationales des 130 000 élèves de ces 9 000 enseignants. C'est-à-dire, on pouvait mettre en lien les performances des élèves sur les évaluations nationales en lecture, en compréhension, en fluence, au mi-CP et au début du CE1, pour voir est-ce que enseigner avec une méthode plus ou moins stricte ou un manuel plus ou moins strict a un impact sur
l'affluence, donc le nombre de mots lus par minute, et la compréhension au mi-CP et au C1. C'est une chance. Et très honnêtement, on ne le savait pas. Donc, le résultat, donc on a catégorisé les manuels en 4 groupes, les stricts, les mixtes, les très mixtes et les très très mixtes. Et ce que nous avons montré, et les méthodes qui sont utilisées en classe également, et ce que nous avons trouvé, avec un peu de surprise quand même, c'était seuls les manuels stricts, phoniques stricts, et les méthodes strictes produisaient des résultats de leurs élèves au mi-CP en fluence et en compréhension supérieurs à tous les autres. Les autres se valaient, d'accord ? Et ça se chiffre, hein, donc c'est un avantage de 10-15% si vous suivez un manuel strict ou une méthode stricte. Et donc c'était un résultat pour nous assez inattendu, et donc on peut en parler par la suite sur les inégalités. Ouais, je veux bien que vous rebondissiez, Fabienne, derrière. Je me dis, en écoutant ce qui pour moi, avec mon cœur d'ancien prof des écoles, résonne presque comme une révélation choc il y a une méthode, en tout cas des méthodes, on sait qu'elles marchent mieux que d'autres, qu'elles doivent être très strictes avec, je caricature presque, mais le moins de créativité possible et le choix strict d'un manuel. Est-ce que ça n'empiète pas trop sur la sacro-sainte aussi liberté pédagogique des enseignants? J'imagine que vous devez l'entendre sur le terrain, ça. Donc bien sûr, on l'entend tout le temps, mais c'est ce qui est important de dire, et ça vient corroborer ce qu'on a déjà dit précédemment, c'est qu'en fait, voilà, l'apprentissage du code, c'est quelque chose de mécanique. Pratiquement tous les enfants peuvent apprendre à lire. On sait comment faire, on sait que c'est la méthode stricte, mais l'enseignant se sent un répétiteur, il ne se sent pas enseignant en faisant ça. Et par contre, on peut lui dire, ce sont des temps où tu vas être répétiteur, c'est ce que l'enfant a besoin. Si tu veux faire progresser ton élève, il a besoin de ça. Par contre, par ailleurs, il y a plein d'autres temps dans la journée où on va pouvoir faire de la compréhension avec des beaux textes, avec un vocabulaire riche et varié. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre à l'enseignant. Et en plus, l'enseignant trouve que c'est rébarbatif, mais l'enfant pas du tout. Parce que quand il est dans l'apprentissage du code avec quelque chose de répétitif, il se voit très rapidement progresser et ça renforce l'estime de soi. Et l'enfant peut faire des gammes et des gammes et des gammes. Il va se voir progresser et il va aimer de plus en plus lire. Et après, à un moment donné, bien sûr, il va falloir faire le transfert sur des mots et sur des phrases et même sur des textes. Mais l'enfant se voit tellement progresser avec l'apprentissage du code où il doit juste se focaliser sur la fusion de 2 graphèmes pour faire une syllabe, qu'il prend énormément de plaisir. Et les enfants sont en demande de ça. Et les enseignants, il faut arriver à les convaincre. Et quand on arrive à les convaincre, ils voient, en effet, c'est magique. Oui, c'est vraiment très bien dit. Hein. C'est exactement ça. On parle vraiment de l'entrée dans la lecture des premiers 4 mois, des premiers 5 mois. Et ceux qui sont en difficulté au mi-CP, peut-être encore quelques mois de plus. Mais Fabienne l'a très bien dit. Toute la richesse du langage, on peut la travailler, même au CP, même dans les premières semaines, mais à l'oral. Il faut vraiment se concentrer sur le code, et c'est pour ça les propos introductifs l'ont très bien montré sur le plan théorique. Pourquoi ? Parce que c'est un petit réseau qu'il faut mettre en place, de liens graphème-phonème. C'est un apprentissage statistique qui est posé sur des régularités. Et toutes les irrégularités empêchent ce petit réseau de neurones qui va lier la vision au langage oral. Toute irrégularité va l'empêcher à se mettre en place. C'est logique si on y pense. Par contre, si on le respecte, souvent 4 mois, 5 mois sont suffisants pour être décodeur autonome. Et ce que vient de dire Fabienne est important. Là, du coup, cette sensation, je peux décoder le monde et après trouver tout le sens de façon autonome. Là, c'est magique, et un enfant très vite va lire des textes et va être immersé dans cet environnement virtuel qui est la littérature. Et donc là, il y a tout le bonus. Donc là, si je comprends bien, il faut accepter une petite part de frustration pour l'enseignant, mais c'est magique. Donc ça, c'est une promesse qu'on a rarement en éducation, quelque chose de magique qui marche quasi systématiquement. J'imagine qu'il y a quand même des profils d'élèves avec qui c'est difficile. On dit qu'il y a beaucoup d'élèves alors, qui ont des 10, différents troubles 10, par exemple. Comment l'enseignant travaille particulièrement avec ces élèves-là ? Est-ce qu'il doit faire quelque chose de particulier avec eux, Fabienne ?
Alors déjà, il faut que l'enseignant prenne en compte qu'il faut plus ou moins de temps pour apprendre à lire. Monsieur Johannes Ziegler dit bien sûr qu'en 3-4 mois, on peut le faire. C'est vrai, si en amont, à la maternelle, il y a eu tout ce qu'il fallait, donc le travail en phonologie, le travail sur la connaissance du principe alphabétique. Mais ensuite, il y a des enfants qui vont mettre plus de temps. Dans ces enfants-là, il y a souvent des enfants de 10. Mais les enseignants, dès qu'un enfant n'arrive pas à rentrer dans la lecture immédiatement, pour eux, c'est un enfant dont il faut externaliser la prise en charge. Il faut tout de suite l'envoyer chez un orthophoniste. Alors, c'est juste peut-être un enfant qui n'articule pas assez, qui ne parle pas assez à l'oral et qui ne connaît pas les lettres. Donc, ces enfants-là, il va falloir faire un travail massé, d'où l'intérêt de mettre en place les APC, entre midi et 2, pour venir renforcer cet apprentissage. Le temps de la classe normale ne va pas lui suffire. Il lui faut du temps supplémentaire. Donc, si on peut le masser, ça sera d'autant plus efficace. Et si jamais il n'est pas pris en APC, parce que tous les parents n'acceptent pas, on sait qu'il va mettre un peu plus de temps à lire. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des élèves qui vont être lecteurs autonomes qu'en CE1. Et on sait que c'est une réalité, il faut l'accepter. Mais par contre, il faut tout mettre en œuvre pour essayer de lui donner de plus en plus d'activités qui va lui permettre de décoder, d'encoder. Et après, on sait que ça va déclencher. Voilà. C'est un petit peu ardu au début, mais après, il y a des enfants qui déclenchent d'un coup, il y en a d'autres un petit peu plus longs. Mais la classe du CP, c'est vraiment merveilleux. Oui, effectivement. Donc, je ne voulais pas dire 3 mois suffisent pour rentrer totalement dans la lecture. Ce n'est pas possible. Donc, 3 mois suffisent pour être décodeur rudimentaire, c'est-à-dire connaître les voyelles, connaître quelques consonnes et les mettre ensemble. Donc, décoder des mots simples. Et c'est vraiment important ce qu'on vient de dire, parce que le français est plus complexe que d'autres systèmes orthographiques. Donc, en italien, par exemple, vous avez 26 lettres, 26 phonèmes, et effectivement, donc c'est la seule chose à mettre en... Donc, il faut apprendre 26 relations graphème-phonème. Effectivement, à peu près autour de Noël, les petits Italiens peuvent décoder n'importe quel mot, et donc sont déjà sur la bonne voie du lecteur autonome. En français, il y a 244 graphèmes à apprendre. 244. Dont 50 très fréquents, donc il faut les apprendre. Maintenant, vous prenez les 35 semaines de l'année, vous avez 50 graphèmes à apprendre, et ben vous vous rendez compte tout de suite que 4 mois ne suffisent pas. Et c'est vraiment une réalité qu'il ne faut pas sous-estimer. En français, d'où l'importance de la rigueur et d'une méthode stricte qui progresse quand même vite. Donc la recommandation aujourd'hui, c'est entre 2-3 graphèmes par semaine, bien encadré du plus simple au plus complexe. Mais pour les apprendre, les 50, il faut du temps. Il faut plus de temps que dans d'autres systèmes orthographiques. Et ça peut poser une difficulté. Sur la dyslexie, ou parlons pas de dyslexie directement, mais plutôt sur les enfants qui ont des difficultés à rentrer dans ce tandem décodage auto-apprentissage, on connaît très bien les facteurs de risque. Et ces facteurs de risque se mesurent. Un enfant qui ne connaît pas les lettres de l'alphabet au mi-CP, vous prenez les évaluations nationales qui sont faites pour les enseignants pour savoir est-ce qu'un enfant, par exemple, connaît toutes les lettres au mi-CP ou au début du CP pour avoir une idée qu'est-ce qu'on doit faire avec un enfant qui commence avec un très faible niveau, on peut intervenir. S'il confond encore des phonèmes, donc il y a des épreuves, il est à risque. S'il a un très faible niveau du langage oral, il est à risque, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce qu'on peut décoder si on ne connaît pas les mots, on ne va pas rentrer dans le cercle vertueux de l'auto-apprentissage. Tout ça, c'est des facteurs de risque. Et l'idée, on parle peut-être tout à l'heure des évaluations nationales, l'idée des évaluations nationales, c'est de donner ces repères, cette photographie des facteurs de risque sur lesquels il faut intervenir avant même de parler de dyslexie. On parle vraiment de facteurs de risque qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, qui vont prédire les difficultés, ce que je disais tout à l'heure sur les trajectoires, qui vont prédire les difficultés par la suite. Et ça, c'est la tâche de l'enseignant. Donc, c'est vraiment extrêmement important.
il ne faut pas externaliser ce problème sur les premiers 2 ans où il y a une telle marge de manœuvre avec une prise en charge, avec des interventions ciblées sur ces éléments de base qui sont les lettres, les graphèmes et les liens entre les deux. Je vous propose qu'on entre dans la 3e partie de cette émission. On va se poser la question, mais on a déjà commencé à y répondre, à comment transformer les pratiques. Fabienne Derderian, j'ai envie de dire que c'est presque votre travail du quotidien, ça, de faire transformer, changer ces pratiques d'apprentissage et d'enseignement de la lecture. Alors déjà, le premier travail, moi en tant que formatrice, c'est de faire que les enseignants soient au courant de l'état des recherches. Voilà, donc liberté pédagogique, oui, mais si on sait qu'il y a des dispositifs qui ne marchent pas, des méthodes qui ne marchent pas, non, là, il n'y a plus lieu d'avoir de la liberté pédagogique. Pendant tout le temps de la journée, on a plein de moments pour avoir de la liberté pédagogique. La lecture, ça va vraiment dépendre l'entrée dans des apprentissages dans toutes les autres disciplines. Donc non, la lecture, on sait comment ça marche. Donc là, non. Même si on trouve ça rébarbatif, on sait que c'est ce qui est efficient. Donc ça, il faut le faire. On a le guide Orange, le guide du CP pour apprendre à lire, qui nous donne tous les mécanismes. Les conseils pédagogiques, on en a fait des synthèses, on diffuse, on les oriente. Donc, ils peuvent plus dire qu'ils ne savent pas. Par contre, une des premières choses sur laquelle nous, en tant que conseiller pédagogique, il faut agir, c'est sur la connaissance du vocabulaire, du lexique didactique. Les enseignants ne savent pas vraiment ce que c'est la différence entre l'entrée graphémique, l'entrée phonémique. Parce qu'avant, pour le phonème O, on présentait les différents graphèmes, le O, le AU, le AU, le OT. Maintenant, on sait que ça met l'élève le plus en difficulté, ça va aggraver sa difficulté. Donc, nous, on sait qu'il faut faire l'entrée graphémique, on présente un graphème et on dit le phonème qu'il fait. Et petit à petit, l'enfant, au fur et à mesure de son année, va rencontrer les autres graphèmes qui font le même phonème. Et on sait que ça, c'est facilitateur. Donc, maintenant, c'est l'entrée graphémique, on sait que ça marche. Donc, même si l'enseignant utilise un manuel où il y a de l'entrée phonémique, par plusieurs phonèmes, plusieurs graphèmes qui vont faire un phonème, on lui dit non. Tu peux garder ton manuel, tu y trouves de l'intérêt, tu te l'es approprié, mais il va falloir que tu réduises ce champ d'action que te propose ton manuel et il va falloir que tu te conformes aux préconisations institutionnelles qui sont de faire un graphème qui correspond à un phonème. Mais le fait est que si effectivement on se met à la place des enseignants de CP, on sait que on n'aura pas toujours dit la même chose, qu'il y a des différentes méthodes qui sont préconisées selon les temps, et donc ils peuvent se dire bon, moi je fais quelque chose, ça a l'air de fonctionner, je continue comme je suis en train de faire en fait. Alors oui, ça peut marcher parce que suivant dans quel milieu va enseigner cet enseignant-là, ça peut marcher et il peut penser que sa méthode est très efficace. L'effet maître, bien sûr, est très important. Ça, on le sait, hein, c'est un des premiers leviers, l'effet maître. Mais cet enseignant qui va utiliser une méthode mixte, il va quand même laisser quelques élèves sur le carreau en fin d'année. Il pensera que ça fait partie de la normalité. Tous les enfants n'entrent pas dans la lecture. Alors que c'est parce que ces enfants-là, ils sont d'un milieu favorisant, ils ont d'autres éléments à la maison qui leur permettent de s'approprier plus facilement ce principe alphabétique. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'enfants laissés sur le carreau. Vraiment que ce soit à la marge. Et on sait que c'est la méthode stricte, purement syllabique, avec des syllabes et des non-mots, pour pas justement que l'enfant leurre son enseignant. Il s'appuie sur le par cœur, sur la mémoire. Et donc, l'enseignant va croire qu'il sait lire. Tandis que sur des non-mots, donc c'est par exemple tolleru, MeToo, c'est plein de mots que l'enfant ne peut pas mémoriser. Il ne peut pas mémoriser plus de 3 non-mots. Donc, l'enseignant va tout de suite voir que l'enfant ne sait pas décoder. Tandis que si on travaille sur des méthodes mixtes où là, il y a des mots et des phrases, l'enfant, par le sens, va vite pouvoir mémoriser et va développer cette stratégie-là. Dès qu'il voit le début d'une syllabe, il se fie au contexte, il va trouver le mot, il devine le mot. Et après, pour déconstruire ça au CE2, au CM1, ça va être très compliqué. Et l'enfant va toujours lui lire à côté, donc il va faire régulièrement du non-sens et il va pas comprendre les textes donc, le décodage pur et strict, c'est ce qui marche et c'est ce qui est important pour le reste de la scolarité.
Et notre enquête, si je peux juste ajouter ça, parce que là, on a tendance à dire oui, mais c'est ce qui se passe en fait. On utilise tous des méthodes plutôt strictes. Mais en fait, l'enquête a montré que seuls 10% des enseignants utilisent une méthode stricte, un manuel strict. Les manuels qui sont plébiscités sont des manuels mixtes. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, et tu viens de le dire aussi, ce qui est vraiment fondamental, ce que l'enquête a montré. Quand on fait, nous, les analyses, c'est toujours tout étant égal. Donc, oui, il y a des enseignants qui sont plus efficaces que d'autres, plus expérimentés que d'autres, qui l'effet maître est énorme. Mais quand on dit une méthode stricte produit un avantage de 15% à la fin de l'année, c'est tout étant égal. C'est-à-dire, dans nos modèles d'analyse qu'on utilise, l'expérience de l'enseignant est inclus dans le modèle. Le milieu socio-économique est inclus. Donc, on a un gain de 15%, tout étant égal, à efficience de maître égal, à milieu social égal. Et donc, ça, c'est quand même important parce que c'est un levier, si vous voulez, gratuit. C'est-à-dire l'efficience du maître, donc l'individuel, se rajoute. Donc, un maître doué sera encore plus doué, si vous voulez. Et là où c'est important sur les inégalités sociales, et on l'a montré également dans l'étude, cette méthode stricte peut gommer des inégalités. Donc, un élève qui est enseignant du milieu défavorisé, qui est enseigné avec une méthode stricte, aurait les mêmes résultats qu'un élève du milieu favorisé qui est enseigné avec une méthode mixte. Et là, il y a une manière assez simple de le réduire les inégalités dans les premiers 4 mois de l'apprentissage. Est-ce que Fabienne, je me pose une question, c'est est-ce qu'il y a des catégories d'enseignants qui sont plus réceptifs à votre discours sur cette question d'apprentissage strict de la lecture? Je ne sais pas, peut-être les plus jeunes ou les plus anciens, ou selon qu'on enseigne en quartier populaire ou pas. Est-ce que les profs sont diversement récepteurs de votre discours sur cette question? Alors forcément, les débutants sont beaucoup plus réceptifs parce qu'ils sont en besoin. Ils ne savent pas comment enseigner et ils aiment beaucoup avoir de conseils. Les enseignants plus chevronnés auraient plus de mal à entendre des conseils. Mais par contre, quand on leur donne une aide particulière pour les élèves dont ils n'arrivent vraiment pas à faire entrer dans la lecture, tout à coup, on peut commencer à changer leur pratique. Et le côté aussi bien des maîtres chevronnés, c'est qu'on peut les aider à mettre en place la différenciation. Tandis qu'un élève, un enseignant débutant, il n'a pas la capacité à prendre la gestion de la classe, lui-même à savoir comment mener sa séance de lecture et en plus pratiquer de la différenciation, ça fait trop de choses à prendre en compte en même temps. Tandis qu'un enseignant chevronné qui fait sa classe normalement, il fait que de dire ma classe est très hétérogène. Oui, donc maintenant que toi, toutes les autres composantes, tu les maîtrises, on peut essayer tous les deux de mettre en place la différenciation. Dès le CP, il y a des enfants qui savent lire, dès les premiers jours. Il y a d'autres enfants qui n'ont même pas la phonologie. Et il y a d'autres enfants qui pourraient être considérés comme les enfants lambda, comme un enseignant Satan, qui connaît juste ses lettres, qui a repéré bien des phonèmes à l'oral. Et puis celui-là, on peut le faire rentrer dans le code facilement. Et l'enseignant chevronné, lui, il est capable d'entendre ce discours de différenciation. Un enseignant débutant, c'est vraiment à la marge. Il y a trop de choses à prendre en compte. Donc l'enseignant débutant, oui, il faut suivre un manuel et les derniers parus qui ont une méthode stricte. Et les enseignants chevronnés qui ont des méthodes mixtes, on peut leur montrer comment différencier pour ne laisser aucun élève sur le carreau. Et aussi, pour ces élèves qui savent déjà lire, de ne pas les ennuyer à refaire les premières fusions de graphèmes pour faire ma, pour faire ra, alors qu'ils en sont déjà à lire des graphèmes complexes, des mots et des phrases. Fabienne, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, dans ce travail justement de différenciation et d'analyse, il y a besoin d'un diagnostic en fait de là où sont les élèves, les évaluations nationales, comment est-ce qu'elles peuvent servir à ça? Parce qu'on sait qu'elles ne sont pas toujours très appréciées des enseignants, mais peut-être on pourrait quand même là trouver des leviers. Alors on commence à avoir une culture de l'évaluation en France, donc ça commence à rentrer. Donc là, c'est depuis cette année, donc toutes les classes se sont évaluées en début d'année. Et avant, la plupart du temps, moi, les évaluations, quand je passais dans la classe, les évaluations étaient enfermées dans un placard. Je disais, tu sais où en est tel élève en lecture, ou est-ce qu'il en est dans la connaissance des lèvres? Attends, je vais rechercher son livret. Il n'avait même pas fait une synthèse,
Même si on doit la distribuer aux parents, une fois que c'est imprimé, édité, donné, ça ne sert pas de point d'appui. Tandis que là, on leur dit, les évaluations nationales, elles sont passées tôt dans l'année, ça fait qu'on va pouvoir interagir le plus rapidement possible. Mais par contre, il y a des élèves à qui il faudra peut-être 3 semaines pour re-rentrer dans le métier d'élève après les vacances. Donc un enfant qui peut avoir à peu près, raté moyennement ses évaluations, l'enseignant peut changer d'avis sur cet élève-là parce qu'au bout de 2 semaines, il sera mieux rentré dans le métier d'élève. Et en fait, les évaluations ne montrent pas son niveau. Mais ça reste à la marge. Il faut vraiment, les évaluations, c'est une aide. C'est pas du tout pour avoir un retour auprès des circonscriptions. C'est pas du tout pour classer les écoles. C'est pas non plus, le national ne s'en sert pas pour cibler des mauvais enseignants. C'est pour que l'enseignant ait un diagnostic strict et non pas avec ses propres outils d'évaluation. Parce qu'un enseignant qui enseigne dans un même milieu depuis longtemps, il va avoir vraiment des stéréotypes et il va croire que c'est le niveau normal d'un élève. Alors que s'il a une comparaison avec un niveau national attendu, il va pouvoir dire, moi j'ai beaucoup d'élèves maintenant qui sont en difficulté. Qu'est-ce qui n'a pas été fait en amont ou quel est le contexte social de ces familles-là pour qu'ils en soient là, et je vais agir de suite. Et si il n'y a pas ces évaluations nationales, l'enseignant qui enseigne dans un quartier depuis longtemps en aurait plus dans les élèves n'ont pas un bon niveau, c'est comme ça et puis c'est tout. Alors que c'est pas vrai. Il y a un tiers dans les milieux défavorisés, il y a un tiers d'élèves qui sont brillants, pareil que dans les autres milieux. C'est pour les élèves les moyens qu'on a un peu plus de mal. D'ailleurs, au début, on avait appelé les évaluations nationales, donc le nouveau dispositif, on l'avait appelé EVALAIDE. On évalue pour mieux aider. Donc j'aime bien qu'on revient sur cette terminologie. C'est vraiment, comme Fabienne vient de dire, c'est un outil pour les enseignants. Parce que, comme tu viens de dire, au début, il y a une différence déjà énorme entre ceux qui connaissent déjà les lettres, qui lisent déjà, et d'autres qui connaissent pas encore les lettres, qui connaissent pas les phonèmes. Donc, un enseignant doit le savoir au début. Et pour mettre en place ce premier palier, un enseignement de qualité qui permet déjà de prendre en compte ces différences, de ne pas perdre du temps avec le décodage, le B à bas, à un élève qui le fait déjà. Et en revanche, quelqu'un qui ne connaît pas ses lettres, il ne faut pas attendre qu'il soit en échec, il faut le réapprendre, il faut mettre du temps pour faire cette différenciation. Et en France, on n'est pas les meilleurs pour la différenciation. Donc, il y a d'autres pays qui sont mieux armés, qui sont mieux structurés, qui ont des groupes de soutien, qui s'occupent de ça. Et les évaluations nationales sont quand même faites pour ça. Mi-CP, aussi la nature longitudinale. Donc, c'est assez important. C'est pour les enseignants, on met en place une stratégie pour un élève. Et pourquoi on teste au mi-CP ? Pour savoir, est-ce que ma stratégie marche ? Est-ce que ça fonctionne sur des critères objectifs comme le nombre de mots lus par minute ? Et c'est vraiment ça, cette idée. Parce que si ça ne marche pas, la stratégie, il faut la changer. Si au mi-CP, un enfant ne décode pas encore même des mots les plus simples, à ce moment-là, il faut intensifier. Si on n'intensifie pas, ça ne va pas se resorber naturellement et le problème va se prolonger. Et les évaluations nationales sont faites pour ça. Alors, je vous propose qu'on entre, on est sur la fin de cet épisode, on a dit beaucoup de choses. Je vous propose qu'on entre dans un temps d'inspiration. Il y a certainement des outils, des choses que vous avez envie de conseiller aux enseignants qui vont nous écouter. Et je commence avec vous, Fabienne. Alors, justement, puisque ce qui est le plus compliqué pour un enseignant, et ce n'est pas dans la culture encore française, c'est de faire de la différenciation. Il y a les classes dédoublées qui ont été mises en œuvre, donc déjà on voit qu'on peut plus facilement faire la différenciation et c'est très intéressant pour le résultat des élèves. Et pour cette différenciation, à l'ère du numérique, on a des applications. Sur Marseille particulièrement, il y a le territoire numérique éducatif, donc il y a de nombreuses écoles qui sont donc équipées en TBI ou alors en tablette. Et vraiment, les élèves les plus en avance, on commence par les mettre sur des tablettes avec non pas des activités, mais réellement des jeux d'apprentissage. Donc, on va en citer quelques-unes d'applications. Et puis, et après, petit à petit, on peut vraiment s'occuper des élèves en difficulté. Et une fois, on ne peut pas non plus délaisser les élèves qui sont en avance. Donc, on mettra les élèves en difficulté avec des exercices adaptés à leurs besoins. Et là, les élèves pourront aussi progresser en autonomie sans qu'il y ait toujours cette interaction avec le maître.
Donc peut-être que Johannes peut nous présenter l'application qu'il a développée. Oui, donc certains enseignants connaissent déjà Graphogame, donc c'est une application qui est libre sur Apple Store et Google Play, qui est un logiciel qui va justement aider à faire cette association lettres, sons, graphèmes, phonèmes, syllabes, écrit, oral. Et on voulait aller plus loin. Et on a développé du coup une version de Graphogame qu'on appelle Graphogame salle de classe, classroom, qui est quasiment une méthode où on introduit chaque semaine 3 relations graphème-phonème de façon explicite. Et on a le jeu comme un répétiteur, ce que disait Fabienne tout à l'heure, que ce qui est pour les enseignants un peu difficile, c'est ce travail un peu fastidieux de répétition. Et là, on voulait donner un outil aux enseignants justement de faire la différenciation, d'augmenter l'intensité. L'enseignant peut maintenant individuellement sur sa tablette maître se rendre compte quels sont les élèves qui ont acquis les leçons. Donc, on est en train de le mettre en place dans les écoles de Marseille, dans 30 écoles de Marseille qui avaient envie d'expérimenter la nouvelle interface. Et on attend les résultats avec impatience. Très bien, chanceux petit Marseillais. Peut-être juste rajouter une chose, puisque on n'est pas là forcément pour faire une publicité des applications, mais on sait qu'il faut mettre les élèves en entraînement. Et les élèves, les enseignants, la solution qu'ils avaient, c'était sur des fiches. Mais la plupart des fiches proposées dans les fichiers qui accompagnent les manuels, ce sont des fiches où soit l'enfant sait, soit il ne sait pas. Il n'apprend pas. C'est juste une évaluation. Tandis que grâce aux tablettes, maintenant, ça peut prendre les élèves à différents, selon leurs besoins, et ça les fait progresser. L'enfant peut progresser dans le jeu que si la notion est automatisée. Tandis que sur une fiche, l'élève rapide, on lui faisait faire 3 fiches, donc à un moment donné, il ne voulait pas se dépêcher pour faire plus de travail que les autres. La tablette est ludique, mais elle est ludique pour l'enfant. Mais par contre, pour l'enseignant, c'est vraiment pour que l'enfant s'entraîne et qu'il arrive à automatiser pour franchir des étapes sans arrêt. La fiche et les fichiers actuels ne permettent pas ça. Donc, c'est vraiment une plus-value. Oui, là, le numérique, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment intensifier la stimulation graphème-phonème avec un retour corrigé individuellement. Et donc, le fait que ça soit à la fois auditif et visuel, par rapport à ce que je viens de vous dire, l'importance de créer cette autoroute dans le cerveau de la vision vers l'audition, c'est important. Par contre, c'est aussi important de travailler, par exemple, en petit groupe. Donc, nous, on ne fait pas du tout la publicité pour la tablette mais ça demande plus de moyens et plus d'organisation. Mais si une école peut, c'est merveilleux et c'est même, dans beaucoup de cas, mieux qu'une application numérique. Donc, très concrètement, mettre 2, 3, 4 élèves avec un enseignant qui travaillent ensemble en groupe de façon intense, il faut intensifier. Donc ça, et prendre en compte les différences. C'est bien entendu, je pense. C'est juste le mot de la fin, on n'en parlera pas, mais si les enseignants sont curieux d'aller voir l'application Lalilo, donc qui est pour tous les petits Français de tout notre territoire, il y a Lalilo et l'application Sondo, où là, les enfants vont plus rentrer, une fois qu'ils ont le code, ils vont pouvoir rentrer sur différents livres. C'est une application gratuite et avec différentes fonctionnalités. Donc, Lalilo, Sondo, en plus de Graphogame. Merci. Vous êtes intarissable, vous avez une partie complète d'inspiration, merci. Alors, quelques mots juste pour conclure cette émission. Donc, j'ai cru comprendre, on a cru comprendre qu'il y a une méthode plutôt stricte, syllabique, qui marche très bien. Et non, les élèves ne s'ennuient pas. Et j'ai bien aimé cette idée ils voient leur progrès, ils font leur gamme. Et ça parle aux musiciens, ça, on s'ennuie pas quand on fait ses gammes, on progresse. Et non, la liberté pédagogique, elle n'est pas mise de côté, elle s'exerce à plein d'autres moments. Et je dirais même que peut-être que la première liberté pédagogique, c'est de faire réussir les élèves. Merci à tous les deux d'avoir partagé ce temps avec nous et vos connaissances auprès de nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous.